Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour, aujourd'hui, nous parlons de la problématique de l'exploitation du pétrole en Afrique, de la baisse des prix de pétrole, ses conséquences évidemment sur l'économie des pays pétroliers sur le continent et comment peut-être tirer parti de cette baisse du prix de l'or noir. Maïs Moussi, bonsoir. Bonsoir, M. Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de sécurité financière et titulaire d'un master en économie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir dans cette émission nous parler de cette problématique. Dans l'une de vos dernières publications sur votre site Internet, vous nous expliquez comment transformer la baisse des prix du pétrole en opportunité en Afrique. Avant peut-être de revenir à cela, peut-être devrions-nous d'abord expliquer à nos téléspectateurs pourquoi aujourd'hui le prix du pétrole est aujourd'hui au plus bas. Merci de m'avoir invité, M. Parizeau. Le prix du pétrole, comme tous les produits qui sont sur le marché, sont l'objet du jeu de deux grandes forces, oui. L'offre et la demande. En l'occurrence, actuellement, sur le marché, on a une forte offre de produits pétroliers et une demande en recul. On peut l'expliquer par quatre grands facteurs. Le premier d'entre eux étant que l'une des principales économies de la planète, la Chine, oui. connaît un ralentissement économique. De sa croissance. De la croissance économique. Et donc la Chine, qui demande les matières premières, n'achète plus beaucoup. La Chine achète de moins en moins. Oui. Pour vous donner un chiffre, pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement chinois a annoncé une croissance de 6,9%. Est-ce que ce sont de vrais chiffres ou des chiffres maquillés? Je ne dirais pas que les chiffres sont maquillés. Ce qui est vrai, c'est qu'habituellement, la Chine avait un taux de croissance de 2 chiffres. Oui. Et le gouvernement annonce 6,9%. Un certain nombre d'économistes estiment que la croissance chinoise en 2015 a été plutôt autour de 3%. Oui. La conséquence est directe sur les prix des matières premières. Comme la Chine consomme moins, on a une demande moindre et donc il en résulte une baisse de prix. C'est l'une des choses qui l'explique. Il y a trois autres grands facteurs qui permettent de l'expliquer. La deuxième chose, qui est tout à fait importante, c'est le retour de l'Iran sur les marchés internationaux. Depuis le début de cette année 2016. Il y a un processus qui est en cours, qui fait en sorte que l'Iran, qui a longtemps été sous embargo, oui. va peu à peu retrouver la plénitude de ses moyens économiques et donc pouvoir injecter la quantité de pétrole sur le marché qu'il souhaite. Le gouvernement iranien a estimé que d'ici à la fin de l'année, ils injecteront 1 million de barils supplémentaires sur le marché pétrolier. Du coup, ils vont inonder le marché alors qu'il n'y a pas une vraie demande. L'offre est déjà surabondante. Oui. Avec l'Iran qui vient s'ajouter, on a encore une surabondance de la surabondance. Donc, il en résulte que les prix baissent. Souvenez-vous, il y a 17 mois, le prix du pétrole était de l'ordre de $100 le baril. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à $33 le baril. Et encore, on a des pics de baisse jusqu'à $27 le baril. Vous comprenez bien que le fait qu'on ait une offre de produits pétroliers trop importante sur les marchés fait en sorte que, naturellement, les prix sont à la baisse. Si vous ajoutez à cela la production de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis, oui. les sables bitumineux au Canada et les plateformes offshore en Amérique du Sud, oui. vous avez toutes les explications de la crise que l'on observe sur les marchés pétroliers. Très bien. À combien se négocie aujourd'hui le prix du baril? Le baril Brent s'échange à $33 le baril actuellement. Alors qu'il y a encore 17-18 mois, Il ce était baril au-delà de $100. C'est incroyable, ça. Mais c'est surtout que personne ne le prédisait à si court terme. Oui. C'est pour cela que les pays qui sont des grands producteurs de pétrole ont quelque peu de difficultés économiques dès lors qu'ils n'ont pas suffisamment diversifié leurs économies. On va certainement en parler. C'est le cas notamment des grands pays pétroliers du continent. Est-ce que cette baisse était une baisse structurelle ou conjoncturelle? Sur les marchés, généralement, les baisses qu'on observe sont conjoncturelles. Oui. Conjoncturelles en ce sens que aujourd'hui, le cours du pétrole s'échange à $33 le baril. Demain,
Ça peut s'échanger à 60, ça pourra s'échanger à 120, ou, comme l'a prévu la banque anglaise Standard Chartered, ça pourra descendre à 10. Non, on va quand même pas arriver à 10 $ le baril. Aujourd'hui, la banque anglaise Standard Chartered estime qu'en 2016, on pourrait avoir un baril à 10 $. On a l'américaine Standard & Poor's qui estime, elle, qu'on devrait être autour de 20 $. En tout cas, pour ma part, j'estime qu'on devrait avoir une moyenne pétrolière autour de 30 $. Et même si ça devait rester à 30 $, c'est déjà très grave pour nos économies. Pourquoi ? Prenons le cas de 3 grands pays pétroliers du continent. Allons-y, puisque vous abordez la question sur les conséquences. Les conséquences, nous avons un pays comme l'Angola qui a calculé son budget sur la base d'un baril moyen sur l'année à 43 $ le baril. Oui. Le Gabon a calculé son budget sur la base d'un baril moyen de 41 $ le baril et le Nigeria 38 $ le baril. Prenons le cas du Gabon. Avec un baril à 30 $, ça veut dire que pour chaque baril de pétrole vendu par le Gabon, il y a une perte budgétaire sur l'attendu de l'ordre de 11 $. Ça signifie que c'est autant de ressources qui manqueront à ces pays pour financer le social, pour financer les infrastructures ou peut-être même pour payer les salaires. Oui. Comment faire alors pour faire face à cette baisse? On en arrive au cœur de la question qu'on se posait au tout début de cet entretien, c'est comment tirer profit, en tout cas comment les pays africains producteurs du pétrole peuvent-ils tirer profit de cette baisse du coût du pétrole? Moi, je dirais il y a 2 grandes choses. En partant déjà du principe que nos pays n'ont pas la main sur les prix. Ce n'est pas nous qui faisons les prix du pétrole. Oui. Donc, il faut arriver à faire en sorte de sortir de cette dépendance et arriver à faire en sorte que finalement cette baisse de pétrole, des prix du pétrole, soit une opportunité pour nos États. Donc, 2 choses. La première chose, ça doit être nécessairement pour les pays pétroliers d'Afrique, un assainissement des finances publiques. Il faut nécessairement réaliser des réformes structurelles. Oui. J'encourage mais fortement à ce que les pays pétroliers d'Afrique, qui pour la plupart subventionnent les hydrocarbures, les hydrocarbures raffinés, j'entends, distribués à la pompe, stoppent cette subvention, qui n'est pas efficace. Parce qu'aujourd'hui, elle profite essentiellement aux entreprises et aux personnes qui ont des véhicules, donc pas aux plus pauvres, et ça coûte cher. Juste, on va marquer juste une pause pour que nos téléspectateurs comprennent. On prend l'exemple d'un pays comme le Nigeria, par exemple, qui est producteur et qui ne raffine pas parfois son pétrole et qui va faire raffiner le pétrole. Évidemment, le coût de revient du pétrole va augmenter et pour que ce coût ne se répercute pas dans la poche du consommateur, l'État nigérian va subventionner le différentiel. Et pendant très longtemps, les pays pétroliers d'Afrique l'ont fait. Vous dites qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Il faut arrêter. Ce que les États font s'appelle une péréquation. Oui. C'est-à-dire que lorsque le prix augmente, enfin, on fixe un prix, on va dire que le prix de l'essence à la pompe, c'est par exemple 500 francs CFA, on fixe le prix à 500. Si jamais, dans les conditions de conjoncture économique, les coûts de facteurs et les coûts de productivité vont au-delà de 500 francs CFA, le prix sera toujours à 500 francs CFA parce que l'État subventionne la partie en plus. C'est les fameuses caisses de péréquation qui existent. Ce sont les caisses de péréquation. Si jamais c'est en dessous, le prix reste à 500 francs parce qu'on estime que l'État doit pouvoir, avec l'argent qu'il arrive à se faire pendant cette période, compenser les baisses antérieures ou les hausses antérieures. Donc, je dis, cette péréquation, il faut y mettre un terme parce qu'elle coûte cher et qu'on ne peut plus la financer. Ça, c'est la première piste. Il faut libéraliser. Libéraliser le secteur pétrolier, en tout cas les hydrocarbures financés à la pompe et faire une réforme des subventions. Première chose. Deuxième chose, il faut nécessairement dans ces pays réduire le train de vie de l'État. C'est-à-dire faire des réformes de façon à faire en sorte que les charges de fonctionnement des États coûtent moins cher, reviennent moins cher. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les budgets des différents pays d'Afrique, on a parfois 60% du budget qui est consacré uniquement aux charges de fonctionnement et à la dette. Dans certains pays, ça va jusqu'à 80% du budget. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut arriver à faire en sorte de conserver une masse salariale dans la fonction publique qui reste soutenable, faire en sorte que les charges de fonctionnement restent tout à fait soutenables, faire en sorte que les gouvernements ne soient pas nécessairement pléthoriques, faire en sorte que les assemblées nationales, les sénats, en tout cas les institutions parlementaires puissent avoir un nombre de parlementaires tout à fait réduit, sans pour autant, naturellement, dégrader la qualité du travail parlementaire. Oui. Mais faire les économies, mais c'est de la volonté politique. Oui.
volonté politique. Ce n'est pas autre chose que ça. Donc, il faut que les États aillent. La volonté est de faire en sorte que l'on fasse des économies pour arriver à faire autre chose avec cet argent, notamment de l'investissement. Parce que c'est par l'investissement que l'on crée de l'emploi, Oui. c'est par l'investissement qu'on crée du développement, c'est par l'investissement qu'on arrive à faire en sorte que les gens sortent de la précarité. Ça fait la deuxième piste. Il y a une troisième piste que vous évoquez souvent, La c'est la réforme. diversification. Allez-y. Diversification de l'économie. Vous comprenez bien que si jamais on a des pays dont le pétrole représente 80% des exportations, 50% des revenus de l'État, ça veut dire qu'il y a une dépendance structurelle de ce pays vis-à-vis des produits pétroliers. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une sorte de crise sur les pays pétroliers, les États ne sont pas résilients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité d'absorber les chocs liés à ces crises exogènes, d'autant que ce n'est pas eux qui fixent le prix. Oui. Donc, il faut amorcer la diversification, c'est-à-dire regarder dans chaque pays, parce que chaque pays africain est unique, a sa spécificité. Regardez dans chaque pays quels sont les secteurs dans lesquels on peut résolument investir pour qu'ils prennent le pas sur les produits pétroliers de façon à rendre l'influence des ressources que l'on tire du pétrole moins importantes dans les budgets des États. Dans les pistes que vous évoquez, il y a cette piste, la dernière dont vous parlez, la diversification de l'économie dans nos pays. Pourquoi nos gouvernants ne comprennent-ils pas qu'il est nécessaire de diversifier l'économie? Pourquoi la diversification reste encore à l'état balbutiante sur le continent? Je crois que lorsqu'on observe, il y a eu des velléités de diversification ci et là. Si vous voulez mon sentiment, on s'est perdu en investissant dans tout. Il faut arriver à définir des stratégies, identifier des secteurs porteurs. Nous avons des budgets, malheureusement, qui sont trop réduits. Vous savez, le budget du Gabon est égal au budget de la ville de Paris. Oui. Donc, avec ça, on ne peut pas tout faire. Il faut arriver à faire en sorte que les États ciblent des domaines, ciblent des secteurs dans lesquels ils peuvent faire un investissement massif, des secteurs structurants qui ont un effet d'entraînement sur les autres secteurs de l'économie. Lorsqu'on va sur une stratégie où on doit investir sur tout, on se retrouve dans des situations où finalement on n'a pas réussi à investir assez sur chacun des secteurs et les impacts in fine sur l'économie sont relativement faibles. Donc il faut définir des stratégies de croissance, identifier les secteurs porteurs et orienter les investissements productifs vers ces secteurs. Ce sera ma dernière question. La baisse des prix du pétrole est donc douloureuse, comme vous l'écrivez sur votre site internet, pour les pays africains producteurs. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale si cette baisse continue? Une réponse courte, s'il vous plaît. Le risque d'explosion sociale est là. Vous imaginez bien que si par extraordinaire, je n'y crois pas, et je ne veux même pas y croire, si par extraordinaire les prix du pétrole descendaient à 10 $, les pays ne pourraient plus payer les salaires. Autrement que par l'endettement. Les salaires des fonctionnaires. Les salaires des fonctionnaires. Avec ceci pour conséquence que le problème social, il est là. On va assister à de l'explosion sociale. C'est la raison pour laquelle, comme les Chinois disent, chaque risque est égal à une opportunité. Il faut donc que les gouvernements fassent en sorte de profiter de cette période pour que cette crise soit la dernière que l'on vit dans ces conditions et qu'à l'avenir, nous ayons des économies plus résilientes pour faire face à ces chocs. Maïs Mouissi, merci. Merci Ahmed Parisou. Spécialiste de sécurité financière et titulaire d'un master en économie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'être venu nous expliquer comment on pouvait transformer ce qui paraissait comme un handicap au départ pour les pays pétroliers sur le continent en avantage. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.